Bonjour, je m'efforçais dans la capsule précédente de rappeler quelques éléments qui avaient été le sujet de notre étude sur l'art, l'histoire et la culture portugaise lors d'une précédente série offerte en 2018 au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Jusqu'à présent, on a vu cette nation riche d'un passé rocambolesque devenir une nation autonome au 12e siècle. Cette nation qui va regarder toujours plus haut, toujours plus loin, ce qui va lui permettre au 16e siècle de devenir l'un des royaumes les plus riches et les plus étendus sur le globe. Mais va suivre un déclin qui va suivre de près et qui va ramener cette nation ambitieuse à sa réalité de petit pays côtier, qui, quoique très fier, devra essuyer de nombreux revers. Entre autres, ce qui se passera le matin du 1er novembre 1755. Ce matin-là, à l'heure de la messe, Lisbonne, capitale merveilleuse, en ville d'1/4 million d'habitants, une des plus belles cités d'Europe, capitale d'un immense empire colonial, couverte de 33 palais, 60 couvents, 20 000 maisons, va être détruite par un tremblement de terre ce matin-là, d'une ampleur qui n'avait jamais encore été enregistrée. On parle de 8,5, 8,7 à peu près à l'échelle de Richter. Elle retemblera cette terre une deuxième puis une troisième fois. 3 minutes de secousse en tout qui vont faire déborder la mer, en provoquant un tsunami et engloutissant la basse ville. Avant que les incendies qui étaient dus au feu de foyer dans les maisons, qui ont perduré sous les débris, avant que tout ça transforme Lisbonne en un immense brasier. On déplore 60 000 à 90 000 morts, des pertes incalculables, 85 % de la ville rasée, les plus belles églises, les palais sont détruits et on a une perte incommensurable de reliques et de documents historiques ensevelis et perdus pour toujours. Il faudra tout reconstruire et ce sera le diplomate homme des Lumières, bras droit du roi de l'époque Joseph Ier, donc cet homme, le marquis de Pombal, qui va se charger du gros de cette tâche-là. À Lisbonne, la magnifique place du commerce sur le bord du Tage dans le quartier de la Baixa de Lisbonne reste aujourd'hui l'un des exemples les plus représentatifs de cette architecture qu'on dit pombaline, c'est-à-dire une variante locale du néoclassicisme européen, caractérisé par des plans très réguliers, symétriques, rationnels, un type d'architecture, plan d'urbanisme marqué par le pragmatisme, tout à fait caractérisé de ce 18e siècle, de ce siècle des Lumières. Pour se détourner de ces difficultés, de ces déceptions, pour continuer à se rêver et à se rebâtir, le siècle qui suit, le 19e siècle, va amener beaucoup dans l'art et la culture portugaise de l'éclectisme et de l'exubérance. L'exubérance, comme en témoigne le délirant Palacio da Penha, résidence de villégiature de la famille royale, donc bâtie en 1839, qui est un bâtiment étonnant qui mêle tourelles de toutes formes, façade polychrome, jaune canari, rouge framboise, bleu, une courte pointe, ni plus ni moins, de style et de couleur. Puis dans la peinture de cette époque, on voit ce qu'on appellera le naturalisme qui va amener les artistes à développer un discours autour d'un certain lyrisme social, national, beaucoup concentré autour du paysan, donc une culture agraire ou une culture petit bourgeois. Comme le fait José Mayoa, entre autres, qui proposait dans ses toiles la représentation des mœurs populaires ou quelques autres anecdotes sentimentales, sachant bien partager les joies primitives du petit peuple et faisant vibrer les cœurs tout autant de la bourgeoisie portugaise qui est à cette époque brassée un peu en proie à la nostalgie des valeurs, des bonnes vieilles valeurs, entre autres, du pays, les valeurs rurales, entre autres. Ou la peinture aussi doucereuse de Columbano Bordalo Pinheiro, qui est une peinture recueillie, discrète, silencieuse, qui à certains moments, comme plusieurs, comme cet artiste-là, vont exalter une certaine tristesse portugaise, généralement évoquée sous le thème de la saudade, donc un terme qui est très important chez les Portugais, fréquemment sujet du fado, espèce d'ennui mélancolique ou d'inapaisable mélancolie, un pessimisme un peu langué des nostalgiques qui est un peu évoqué par le déchirement entre l'appel de la mer et l'aventure, entre l'attachement au sol natal, entre des amours perdus, des déchirements amoureux. Il
Faut nuancer quand même, ce n'est pas une véritable mélancolie tragique sans issue. Il y a de l'espoir quand même, un peu d'espoir enfoui dans la saudade, un espoir qui est presque anticipé, l'espoir du retour au pays pour l'exilé qui s'ennuie de sa terre natale, le retour de la grandeur de l'Empire à une certaine époque de déclin, le retour de l'être tant aimé que l'on pleure, bref. C'est un mot qui n'existe que dans aucune autre culture, c'est quelque chose de typiquement portugais. Il y a des saudades douces qui durent toute une vie, il y a des saudades amères qui conduisent à la révolte, hein, mais cette espèce de sentiment particulier, bien visible dans l'art de cette époque aussi. De la même famille, Raphaël Bordello Pinheiro aussi, qui est important, créateur, lui, du personnage de Zepovinho. Un personnage naïf et malin, une figure du bon peuple, du bon vivant, qui se sait à cette époque en mauvaise posture, mais qui préfère en rire, tourner le tout en dérision. Une figure créée par Pinheiro en 1875 et qui est encore très présente aujourd'hui dans la culture populaire portugaise. Cette fin du 19e siècle, c'est aussi la splendeur de l'architecture et de toute la création Art Nouveau, qui est encore bien visible dans plusieurs villes, entre autres dans la très belle Aveiro, ville de grand charme, célèbre pour ses canaux, pour les moliceiros, hein, ces bateaux colorés. Véritable ville-musée Art Nouveau, parce que partout à travers la ville, on retrouve l'élégance des courbes dans les fenêtres bien ornées, des balcons en fer forgé, des notes florales qui ponctuent un peu toutes les façades. Il y a aussi beaucoup d'exemples à Lisbonne, à Porto. C'est un style donc d'une modernité émergente qui intègre les nouveaux matériaux, par exemple industriels, le fer et le verre, mais tout en composant et en compensant évidemment cette utilisation-là par une grande liberté d'innovation formelle et décorative et en conservant ici particulièrement dans cet arte nova portugais une place privilégiée aux formes d'art traditionnelles comme les fameux azulejos, ces carreaux de faïence peinte qui depuis des siècles faisaient la fierté des artisans portugais qui continuent d'être bien présents dans ce courant de la modernité émergente. Le tournant de siècle, c'est aussi l'architecture civile de fer, comme le pont ferroviaire de M. Gustave Eiffel lui-même, et l'autre, un peu plus connu, le pont de Porto, avec un disciple de M. Eiffel qui l'a réalisé. C'est aussi le cas de l'ascenseur de Lisbonne qui date de 1902 et qui facilite l'accès à certains quartiers très élevés de la vallonnée Lisbonne. Le 20e siècle, lui, s'ouvre sur les efforts des artistes de l'avant-garde, qui, à l'international, ont longtemps été ignorés, mais qui retrouvent aujourd'hui de plus en plus la place qui leur revient dans le champ artistique international. Mentionnons Eduardo Afonso Viana, ténor du modernisme portugais, très sensible aux apports de cette modernité dès son premier voyage à Paris, entre autres en 1905. Ou le grand Amadeo de Sousa Cardoso, qui s'intéresse à l'expressionnisme, au cubisme, au fauvisme, tout en y infusant sa propre mythologie faite d'animaux volants au corps élancé, des lapins qui se prennent pour des libellules, des chevaux et des tigres désarticulés, et tout ça dans une atmosphère verdoyante, colorée, tout à fait présentant des réminiscences des paysages de son Portugal natal. Au José Sobral de Almada Negreiros, un champion de l'idée de la modernité, lui aussi dans l'art portugais, engagé dans la vertigineuse aventure de l'art moderne public portugais, donc au travers lesquels il va explorer le cubisme, l'abstraction, mentionnons sinon le surréalisme de Mario Cesarini de Vasconcelos, ou Maria Helena Vieira da Silva, elle, qui a fait son chemin à l'international et qui, grâce à son style assez particulier, sera très vite reconnue comme un ténor du mouvement esthétique, dit du paysagisme abstrait. Voilà, donc un style très, très particulier, envoûtant, à la mi-chemin entre l'abstraction et la figuration. Ou encore Nadir Afonso, grand peintre portugais, architecte de carrière, théoricien aussi de l'art, et qui allie toutes ses passions dans ses grandes compositions géométriques vivement colorées. Cette modernité, donc picturale, artistique, dans laquelle plongent alors les artistes portugais du 20e siècle,
côtoie toutefois encore des élans, au début de ce siècle-là, des élans de ferveur religieuse et traditionnelle qui font toute l'étrangeté et l'ambiguïté de cette culture portugaise. Nous rappelons au passage que le fameux épisode de Fatima, avec les apparitions de la Vierge en 1917, et dont le vaste sanctuaire est encore aujourd'hui l'un des plus achalandés, avec ses plus d'1 million de visiteurs par année. En somme, le Portugal connaîtra quand même un 20e siècle assez difficile, marqué par l'idéologie de l'Estado Novo, l'État nouveau, fondée sur la tradition et sur la trilogie Dieu, patrie, famille, qui oriente tout vers l'État et qui dilue l'individualité au profit de la communauté, de la collectivité. Idéologie instaurée par Carmona, général d'armée devenu président de la République dans les années 30 et qui sera concrétisée par le fameux dictateur Antonio de Oliveira Salazar qui va rester la donne jusque dans les années 70. Un régime parsemé de guerres colonialistes qui vont façonner longtemps le sort et l'agenda politique en fait de la nation. Aujourd'hui, le visage du Portugal a profondément changé. La société a subi des mutations rapides et le pays s'est dorénavant bien intégré à l'Union européenne. Pour ce qui est de son art, il est évidemment héritier de son passé, qui est constamment, souvent rappelé du coin de l'œil et de façon plus éloquente parfois dans d'autres œuvres typiques du 20e siècle, mais qui n'a rien à envier non plus au grand courant de la modernité internationale, comme en témoignent les travaux de la superbe Joana Vasconcelos, qui intègre dans ses installations ludiques et éclatées plusieurs savoir-faire issus de la culture portugaise, donc les azulejos, la broderie, le crochet, la ferronnerie, comme par exemple son cœur d'Aviana, fait de 5000 fourchettes de plastique de couleur que l'artiste a tout tordu sous la chaleur pour en faire un filigrane de couleur qui s'avère un merveilleux trompe-l'œil virtuose qui rappelle les maîtres de l'orfèvrerie traditionnelle. Ou encore son pop gallo, ce coq monumental en azulejos combiné à la technologie des lumières LED, en 15 000 lumières LED qui y sont intégrées. Ce coq qui se déplace et qui est destiné à magnifier les places publiques un peu partout, avec cette image inspirée d'une légende traditionnelle, celle du coq de Barcelos, une ville au nord du Portugal, et qui a fait que cette icône-là est devenue un emblème de portugais les plus connus. Donc, au travers ses œuvres, Vasconcelos, elle aborde avec humour et fantaisie des contenus politiques, sociaux, constructifs, éminemment ancrés dans la société d'aujourd'hui. On peut citer sa fameuse œuvre Marilyn, constituée de chaudrons et qui réfère aux différentes identités féminines, tantôt la femme au foyer, la femme glamour, la guerrière aussi parfois. Sinon, en rafale, c'est un pays qui en met plein les yeux. Donc, en rafale, le métro, par exemple, le fabuleux de Lisbonne, qui est à voir aussi, ponctué d'œuvres d'art impressionnantes. Le pont du 25 avril, premier pont suspendu au-dessus du Tage, donc à Lisbonne, qui est bordé par le Cristo Rei, donc situé dans la municipalité face à Lisbonne, la municipalité d'Almada. Le fameux pont, pas très loin de là, de Vasco de Gama, de 17 km, qui en fait le deuxième plus long pont d'Europe, inauguré dans les années 90, pas très loin de la Place des Nations, toujours à Lisbonne, qui a accueilli l'Expo universelle, qui a accueilli Lisbonne en 1998. La superbe gare de l'Orient, aussi à Lisbonne, une gare ferroviaire et routière, des plus importantes de la capitale, que l'on doit au grand architecte espagnol, cette fois-ci, Santiago Calatravas, et dont la belle couverture, soutenue par des piliers, évoque une forêt tropicale en fer et en verre, où dans certaines sections, on peut même y voir une réminiscence d'autant de voiles, d'un imaginaire caravelle immobile, prête à partir pour de nouveaux voyages. Un pays et une longue histoire qui est passée d'un comté à une monarchie, même absolutiste à un certain moment, à une dictature, à une république démocratique, qui a encore aujourd'hui, à l'aube du 21e siècle, encore bien des défis à relever, mais qui, depuis 10 siècles, ne fait que ça et n'a cessé de montrer sa résilience et de les relever, ces défis.
Un pays de gens jasants, de gens sympathiques, de soleil, de mer, de musées, de châteaux, de musique, de succulente nourriture méditerranéenne. Un pays auquel je suis attachée de cœur et je dirais presque de sang, et qui m'avait fait tant plaisir de vous faire découvrir lors de cette série au cours de ces séries au musée en 2018. Voilà, ça conclut pour ce sujet. À bientôt, je vous retrouve pour une prochaine vidéo souvenir sur un autre des corpus précédemment présentés dans le cadre de ces petites séries au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire.